Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de cycle de vie des produits ou des objets. J'avais envie de vous parler de ça puisque je me suis rendu compte en lisant les commentaires de certaines personnes sous mes vidéos DIY que beaucoup de personnes pensaient que les produits zéro déchet tombaient du ciel. Certaines personnes semblent ignorer que un objet ou un produit a un cycle de vie et que par conséquent, même s'il est dit zéro déchet, il ne sera jamais zéro déchet puisqu'il nécessite de la production de matières premières, etc. Donc j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ça va, je rigole. Avant de commencer, je voulais vous lire le florilège de commentaires que j'ai pu recevoir sous certaines vidéos DIY, notamment celle du shampoing solide. Donc je vais vous parler en particulier du cycle de vie des shampoings. Et comme certaines vidéos ont déchaîné les passions, je voulais vous lire quelques petits extraits de commentaires qui m'ont fait parfois sourire. Et je commence avec le bonus. D'habitude, on finit par un bonus, mais là, j'avais envie de vous le partager tellement il est extraordinaire. C'est une personne qui se fait appeler LR, qui m'écrit. Donc ça, c'est par rapport à ma vision globale. Vous savez que je partage autour du zéro déchet, du minimalisme, en tout cas d'une vie plus saine. Et donc, cette personne m'a posté l'agréable commentaire ci-dessous. On ne peut pas se dire éco-responsable et avoir 3 enfants. N'avez-vous jamais entendu parler de la surpopulation humaine? Ce n'est pas vos 3 pinces à linge qui feront une différence. Alors là, j'ai envie de vous dire, on a affaire à un spécimen asocial. De toute évidence, cette personne n'aime pas les enfants et pense que parce qu'on a plusieurs enfants, on est dans la surconsommation. Or, j'avais envie de dire à cette personne que non, moi je connais des personnes qui vivent seules, qui ont plusieurs véhicules, qui ont plusieurs maisons parce qu'elles ont de l'argent, et que par conséquent, une personne seule peut consommer beaucoup plus qu'une famille avec 3 enfants, qui n'a pas forcément de grands moyens et qui fait avec le minimum. Voilà, donc j'avais envie de dire que ce commentaire est totalement déplacé, et franchement, je l'ai trouvé bien pathétique. On va commencer dans le vif du sujet avec des commentaires qui sont vraiment liés au zéro déchet. On a le commentaire de Xavier Boulanger qui me dit « Zéro déchet, mon cul ». Oui, vous allez voir, Xavier a un grand sens du respect. Tous les produits qui te servent à faire ton shampoing sont emballés en plastique, même ton moule pour le shampoing. Moi, personnellement, forcément, si tu parles en ton nom, c'est personnel. Alors là, c'était gratuit, là. C'est un peu n'importe quoi. De plus, les tensioactifs sont toxiques pour l'environnement, voire les 2 jolis sigles rouges dessus. Donc, remballe tes grolles et vire tes pratiques. Après, on en reparle. J'ai envie de dire no comment. On a également Beljehan Sarika qui me dit, alors ce commentaire j'ai pris plutôt positivement parce que dans un sens elle n'a pas tort. Merci pour votre vidéo, mais par contre vous dites que c'est zéro déchet et je ne suis pas vraiment d'accord. Les vendeurs zéro déchet sont livrés dans de grands contenants réutilisés afin qu'ils ne produisent pas de déchets. Pour le transport. En quoi ce produit est-il zéro déchet alors que vous achetez une panoplie de produits avec packaging afin de les fabriquer? Il vous faut trouver un magasin zéro déchet qui vende toutes les matières premières présentes dans votre shampoing zéro déchet. Non, pour le zéro déchet. Mais produits de qualité fabriqués, certainement oui. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit cette personne. Effectivement, le shampoing solide zéro déchet dont j'ai partagé le DIY, on se rend bien compte qu'il n'est pas zéro déchet parce qu'évidemment il faut des matières premières qui sont emballées et que ce sont des matières premières que j'utilise dans mes recettes et par conséquent je dois les acheter. Il y a du transport, il y a du plastique qui emballe ces matières et effectivement je n'ai pas encore trouvé de vendeurs de SCI ou SLSA en vrac. Surtout dans mon village de 800 habitants, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a Delphine qui dit « Je trouve ça dommage de faire un shampoing avec autant de tensioactifs ». Déjà, j'ai envie de répondre à Delphine qu'elle peut trouver des recettes peut-être encore plus simples, on appelle ça le no-poo, ou alors on peut se laver les cheveux avec des poudres ayurvédiques. Et effectivement, on n'utilise pas de tensioactifs et pas de choses de ce type. Mais si on choisit un shampoing qui mousse, il y aura forcément des tensioactifs. Ensuite, Océane Age me partage un commentaire et me dit surtout que le principe du shampoing solide pour moi est de faire zéro déchet, or avec tous les emballages des produits utilisés, on en est loin. Donc voilà, c'est en partie le commentaire d'Océane qui m'a
permis de faire cette vidéo aujourd'hui. Et on a également Ophélie, elle, qui me dit pourquoi autant de produits marketés, beaucoup d'emballages, il existe des recettes plus simples avec des emballages en papier ou sans étiquette. Effectivement, il existe des recettes bien plus simples, je suis d'accord avec Ophélie. Tous ces commentaires m'amènent à la réflexion suivante. Les shampoings zéro déchet que vous achetez chez Druides, chez l'Amazona, chez Pachamamaï ou chez Lush par exemple, sont des shampoings effectivement que vous achetez en vrac, zéro déchet, vous prenez votre shampoing, vous repartez chez vous, vous ne générez aucun déchet. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais les shampoings ne sont pas tombés du ciel tout près ou ne sont pas arrivés chez ces distributeurs ou dans votre boîte aux lettres à dos de chameau. Voilà, ce sont des produits qui ont généré des déchets à un moment ou un autre de leur production. Et c'est donc de ceci que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Pour construire cette vidéo, je me suis appuyée du site Doctissimo, mais également du site ConsoGlobe que j'aime particulièrement, qui sont vraiment des mines d'informations et je vous invite à aller les consulter si vous voulez trouver des tas d'infos très utiles en matière d'environnement notamment, mais pas que. Donc vous aurez compris, chaque produit a un cycle de vie, c'est-à-dire que de son élaboration à sa mise en vente, le produit va générer des déchets avant de se retrouver chez vous. Les produits, les objets vont suivre tout un tas d'étapes avant de se retrouver chez vous et j'avais envie de vous partager ces étapes parce que même moi, je n'étais pas forcément au courant de toutes les étapes que peuvent suivre un produit avant d'atterrir chez nous. La première étape, c'est la recherche et l'élaboration d'un cahier des charges. C'est-à-dire qu'un produit, avant d'être pensé, réfléchi, il va y avoir une enquête de terrain qui va être réalisée auprès de consommateurs pour évaluer le besoin du consommateur et de créer un produit qui va pouvoir correspondre aux besoins de ce consommateur pour qu'il soit acheté et pour qu'on puisse gagner du fric. Le service marketing va donc élaborer un cahier des charges, c'est-à-dire tout un tas de caractéristiques inhérentes au produit. Puis le service marketing va faire appel à un formulateur qui lui va s'occuper de créer la formule de ce produit, de faire appel à des parfumeurs. Le parfumeur va déterminer les composants des différents parfums et le formulateur va élaborer l'ensemble des ingrédients qui vont rentrer dans la composition du produit. Ensuite, la deuxième opération, c'est le marketing, puisque avant même de créer ce produit, on va devoir imaginer quel va être son contenant, l'emballage de ce produit, qui va généralement être un emballage en plastique pour les shampoings classiques, hein, je parle. Donc, il va y avoir l'emballage primaire, qui va être un emballage flacon, en plastique, en verre, peu importe. Ensuite, il va y avoir l'emballage secondaire, c'est-à-dire tout le carton ondulé qui va regrouper un lot de flacons. Et puis, il va y avoir l'emballage pour le transport qui va être pensé afin de faciliter la manutention. Voilà, c'est souvent des plastiques qui vont permettre d'entourer les produits pour s'assurer qu'ils soient bien serrés, qu'aucun produit ne puisse être détérioré et que le plus possible de produits arrivent entiers chez le distributeur. Souvent, les entreprises utilisent des contenants en plastique, pas parce que ça fait joli, mais plus parce qu'il répond à des exigences de sécurité, c'est-à-dire qu'il va garder intact le produit parce qu'il va le protéger de la lumière. Il va donc assurer une fonction de sécurité, de protection, de conservation du produit. La deuxième étape, c'est la production de matières premières. Les industries vont d'abord faire appel à des fournisseurs qui vont leur fournir les matières premières. Par exemple, moi j'ai travaillé en usine, donc dans une usine qui s'appelait le Cabanon, qui faisait notamment des conserves de tomates. Et nous, on avait des semi-remorques de tomates qui arrivaient, donc il n'y avait pas d'emballage, mais il y avait quand même un transport. Et toutes ces tomates étaient bainées dans des espèces de bains géants, où elles étaient lavées, elles étaient chauffées, etc. pour que la peau s'arrache plus facilement. Donc on faisait appel à un producteur de tomates qui livrait, qui vendait ses produits pour pouvoir créer cette sauce tomate. Dans le cas des shampoings, on va également faire appel à des laboratoires qui vont élaborer la formule du produit et qui vont faire des tests tout au long de la formulation, des tests de stabilité, des tests d'allergie cutanée, etc., etc. La quatrième étape, c'est la transformation et la fabrication du produit qui va se faire sur le site de production, donc dans les usines généralement. Arrive ensuite, toujours pareil sur ce même site de production, souvent le conditionnement, donc les produits vont être conditionnés dans leur emballage. Donc par exemple le shampoing liquide qui aura été formulé,
et fabriqué en très grande quantité va être versé par des robots dans des contenants en plastique ou en verre, ce qui là encore va générer de la pollution puisqu'il y a eu la fabrication puisque le flacon a été fabriqué en plastique qui a été fondu, qui a généré de la pollution, qui a été moulé, enfin bref, j'imagine un petit peu toutes les étapes, même si j'en suis très loin parce que je pense que ça doit être beaucoup plus technique que ça. La 5e étape, c'est évidemment le transport, mais le transport, il a lieu à tous les moments du cycle de vie de produits. On va acheminer les matières premières, les produits vont être emballés sur des sites de production, les produits finis vont être transportés sur des lieux de vente, des lieux de distribution, et nous-mêmes, nous allons les acheter et les transporter chez nous. La 7e étape, évidemment, c'est la distribution du produit. C'est-à-dire la mise en rayon du produit dans une grande surface, un magasin, un e-commerce et l'achat par le consommateur. Et la 8e étape de ce processus, c'est évidemment la consommation du produit par le consommateur. Et une fois que le produit aura été terminé, il va engendrer des déchets puisque souvent les flacons sont jetés dans la poubelle de recyclage ou autre, sachant que parmi tout le plastique qui est jeté, seulement 3% est réellement recyclé d'après ConsoGlobe. J'avais lu un article sur leur site qui indiquait cela. Donc moi j'avais été complètement choquée par ces chiffres. Grosso modo, j'avais envie de répondre à LR, Xavier Boulanger, Jehan, Sarika, Delphine, Océane, Ag, Ophélie, L, que effectivement les produits zéro déchet ne sont jamais zéro déchet puisque à tout moment de leur production, malheureusement, on utilise des matières premières, des emballages, même si ce sont des emballages en gros, comme certains le précisent, il y a toujours des contenants, il y a toujours des choses qui sont acheminées, des matières qui sont conçues, qui sont élaborées, qui sont vérifiées en laboratoire, et que par conséquent, le cycle de vie engendre des déchets à tous les niveaux, et qu'un shampoing solide, quand on l'achète, on a bonne conscience, on se dit c'est super, je suis zéro déchet, moi je ne génère pas de déchets, mais en amont, ce sont d'autres entreprises qui ont généré les déchets pour vous. Donc quand je fais des vidéos DIY et que j'utilise des matières premières qui sont emballées, effectivement, je génère des déchets. Ces mêmes déchets qui ont très certainement été générés par les entreprises qui fabriquent des shampoings solides et qui vous les redistribuent. Voilà, donc j'avais envie de vous sensibiliser à ça en vous disant faites attention, ne soyez pas naïfs, ne vous laissez pas manipulé par des appellations zéro déchet. Bien évidemment que le zéro déchet c'est excellent, c'est très bon pour la planète parce qu'on réduit considérablement les produits nocifs qui sont utilisés. On n'utilise généralement que des produits de qualité, des produits non dangereux pour la planète ou des tensioactifs qui même s'ils sont dangereux sont utilisés en petite quantité. Comparé à des gels douche classiques que l'on peut retrouver en grande surface qui contiennent des colorants, des tas de produits chimiques rajoutés qui ne sont pas indispensables, qui vont être très souvent plus vendeurs, mais qui vont avoir des conséquences sur la planète bien plus désastreuses qu'un petit shampoing solide fabriqué artisanalement. Je voulais aussi vous proposer quelques idées de produits avec leur cycle de vie, donc notamment le café. Moi, le café avant, j'en buvais tous les jours et je m'étais jamais posé la question de son cycle de vie. Je pensais naïvement que le café était fabriqué de façon plutôt saine et je me suis rendu compte en fait que le café qu'on consomme parcourt des milliers de kilomètres et par conséquent, je me suis vraiment questionnée sur ma consommation de café que j'ai beaucoup réduite, même si j'en consomme toujours, parce que j'ai été un petit peu interpellée par tout le cycle de vie du café. Donc pour faire du café, on récolte déjà la fève de café dans les caféiers. Il faut savoir que le café pousse dans les latitudes tropicales, donc vous l'aurez compris, dans des pays qui se situent à plus de milliers de kilomètres de chez nous. Les fèves de café sont vertes et rouges et elles vont subir tout un tas de transformations pour arriver jusqu'au café moulu. Certaines fèves de café vont être séchées au soleil pendant une vingtaine de jours, où les fèves de café vont être lavées, vont être ce qu'on appelle repulpées. On va leur retirer leur peau. Et ensuite, toutes les fèves de café vont passer dans d'immenses fours et ça va être l'étape de la torréfaction. Les fèves vont être chauffées dans un four à température assez haute, de 180 à 210 degrés pendant de nombreuses minutes.
de façon à ce que les fèves grillent et tous les arômes de ces fèves bien cuites vont constituer l'arôme du café. Ces fèves de café vont être ensuite transportées, acheminées vers des sites de production qui vont s'occuper de moudre le café et de le mettre dans leur conditionnement. Donc un conditionnement qui est souvent en plastique et en alu. Et ils vont être ensuite transportés dans des lieux de vente. Quant au café en dosette, je crois que c'est de loin le café que j'ai le plus réduit. Maintenant, j'ai une cafetière à l'italienne et je n'achète quasiment plus de dosettes, ou si ce n'est lorsque je reçois ponctuellement des personnes à la maison. Mais un de mes objectifs de cette année, c'est de supprimer mes cafés à dosettes. Moi, j'ai des Tassimo. C'est en plus totalement ahurissant parce que c'est des dosettes en plastique, un plastique qui est hyper épais. Je ne sais même pas s'il est recyclé, honnêtement. J'imagine même pas le travail qu'il y a eu autour de la création de ces capsules de café en plastique que multiplié par des milliers de capsules qui sont vendues et des millions de capsules qui sont vendues chaque jour. J'ose même pas imaginer toute la pollution et les déchets que ça a pu engendrer, cette production de dosettes de café. Et moi, ça me questionne. Pareil pour les vêtements. Les vêtements, on en trouve... donc j'ai déjà fait des vidéos autour de la mode éthique, mais des vêtements, on en trouve vraiment pas cher dans des boutiques. On peut trouver des t-shirts à 2-4 euros qui sont neufs, même pas le prix de t-shirts qu'on peut trouver dans des vides-greniers ou dans des friperies. Moi, ça m'a toujours posé question de me dire, mais il y a des vêtements qui sont à 1,50 € le t-shirt, mais est-ce que ça rapporte de l'argent à son producteur, quoi? C'est la question que je me pose. Pour fabriquer un vêtement, il suffit d'avoir déjà la matière première, donc le coton, le lin, le chanvre. Le coton, c'est une matière qui est très gourmande en eau. La culture de coton, alors j'ai plus en tête, mais elle représente une quantité énorme en mètres cubes d'eau consommée. Donc déjà, il y a toute cette eau qui est consommée pour cultiver du coton. Ensuite, des filateurs vont transformer le coton. Il va être lavé de toute impureté, il va être... parfois blanchi, il va être étiré, on va le tresser pour finalement le filer et en faire du fil qui va permettre ensuite de tisser, c'est l'étape suivante. Une fois que le tissu sera tissé en rouleau, il va être teint. Et là, moi j'avais vu un reportage, alors je ne sais plus dans quel pays, il me semble que c'était en Inde, mais j'ai plus la certitude, je ne vais pas vous dire de bêtises, de gamins, d'enfants et de jeunes adultes qui en fait teignaient les tissus. Donc en grosso modo, il y avait des énormes bains de colorants et eux, ils mettaient les tissus dans les bacs et ils devaient les piétiner pour faire en sorte que la fibre de tissu s'imprègne bien du colorant. Et en fait, ce reportage nous indiquait que les colorants avaient des conséquences dramatiques sur la santé de certaines de ces personnes-là, avec l'apparition de maladies de peau très graves. Les colorants sont parfois des produits nocifs. Ensuite, il va y avoir la découpe du tissu et puis la couture dans des usines, parfois dans des usines qui embauchent des personnes sous-payées, des personnes mineures, qui vont même les employer dans des conditions dramatiques, à la limite de l'esclavage. Même si les mentalités évoluent de plus en plus, ce genre de production existe encore et il ne faut pas l'oublier. Et une fois que ces produits auront été cousus, ils vont être acheminés par des transporteurs vers des sites de vente ou vers des entrepôts et distribués dans des magasins, dans des e-commerce. Si vous achetez par exemple sur des sites du type Chine ou ASOS, ce sont des produits qui vont traverser une bonne partie du monde pour venir de Chine en France, qui vont encore engendrer de la pollution due au transport durant de longs kilomètres par les transporteurs, les livreurs. Voilà, donc je voulais vous sensibiliser dans cette vidéo à ce cycle de vie des produits parce que je trouve que c'est quand même fondamental de réfléchir à ça quand on est consommateur et d'être consommateur, c'est-à-dire que lorsqu'on achète un produit, de toujours se poser la question, mais d'où vient ce produit? Est-ce qu'il a été produit localement? Est-ce qu'en achetant ce produit, j'encourage un producteur local ou un petit commerçant ou un petit artisan à continuer et à vivre de sa passion, ou est-ce que j'engraisse des multinationales et est-ce que j'enrichis des personnes
qui produisent ces articles au détriment de la santé de leurs salariés, au détriment de la santé des consommateurs. Voilà, donc il me semblait que cette vidéo était importante à partager. J'espère qu'elle vous aura permis de vous questionner ou qu'elle vous aura tout simplement aidé à mieux comprendre le cycle de vie d'un produit, même si je ne suis pas une professionnelle et qu'il doit y avoir très certainement d'autres étapes, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en vulgarisant, ça peut donner quelque chose qui correspond assez à cette vidéo. Donc j'avais envie de vous la partager. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires dans la bienveillance. Toujours. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.